Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Pauline, technopédagogue, et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour que nous explorions ensemble des enjeux, des outils et des bonnes pratiques pédagogiques ou technopédagogiques. En tant que service d'appui à l'enseignement, apprentissage et à l'innovation pédagogique de la Haute École, le CDTP informe, sensibilise et outille la communauté éducative pour qu'elle s'approprie et prenne une part active à la transition numérique. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore l'une des compétences clés du cadre de référence européen des compétences numériques, naviguer, rechercher et filtrer des données, des informations et des contenus numériques. Nous allons avec mes invités explorer cette compétence méconnue et vous donner des outils et des conseils pour mieux l'appréhender. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le monde passionnant des compétences numériques avec les podcasts du CDTP. Aujourd'hui, nous rencontrons Thomas Charlet et Laetitia De Luca, tous deux bibliothécaires documentalistes au sein du service des bibliothèques et enseignants et enseignantes à la Haute École Léonard de Vinci. Bonjour Thomas, bonjour Bonjour Laetitia. Pauline. Bonjour Pauline. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que votre rôle au sein de la Haute École ? Je suis Laetitia De Luca, bibliothécaire documentaliste depuis 14 ans dans des bibliothèques de haute école et j'enseigne notamment la recherche documentaire depuis 4 ans à la Haute École Léonard de Vinci. J'apprécie particulièrement la formation et l'accompagnement aux outils numériques liés à la recherche documentaire scientifique. Eh bien, je suis Thomas Charlet, je suis bibliothécaire depuis environ 10 ans à la Haute École Léonard de Vinci. Et ce que j'affectionne particulièrement, c'est donner des formations à la méthodologie de la recherche, aussi bien aux étudiants qu'au personnel de la Haute École. Je passe également pas mal de temps à décrypter les normes APA, donc qui sont en vigueur à la Haute École, et qui permettent d'éviter le plagiat des travaux académiques notamment. Qu'est-ce que signifie l'intitulé de cette compétence ? Savoir naviguer, rechercher et filtrer des données, des informations et des contenus numériques. Donc on va procéder par concept. Tout d'abord, il y a naviguer, donc c'est savoir utiliser un navigateur, éventuellement aussi connaître les différences entre chaque navigateur et faire une requête dans ceux-ci. Ensuite, on a rechercher. Là, c'est être capable de cibler un moteur de recherche et de formuler une requête adéquate en fonction de ses propres besoins. Et enfin, il y aura filtrer, donc il s'agit de préciser sa recherche à l'aide de filtres, date, type de document. Mais également, il va falloir faire preuve aussi d'esprit critique afin de trier les contenus des résultats de recherche. Et donc, ces trois capacités réunies sont les bases d'une bonne recherche d'information. Et pourquoi est-ce important, voire crucial au XXIe siècle, dans cette époque de transition numérique, de savoir rechercher une information ? Mais en fait, aujourd'hui, les étudiants et jeunes adultes ont souvent un smartphone ou une tablette. Ils utilisent principalement des applications populaires de réseaux sociaux où ils effectuent des recherches rapides sur Internet avec Google. Ils ont aussi l'habitude de dicter des questions à des assistants vocaux comme Siri, Google Assistant, Alexa, mais souvent ça va s'arrêter là. Et il est quand même important de les sensibiliser au fait qu'une grande partie de la littérature professionnelle et scientifique n'est pas aussi facile d'accès. Il va être important pour eux d'utiliser les outils spécialisés, qu'ils soient gratuits ou payants, que nous leur proposons à la Haute École, et cela afin d'optimiser leurs chances de recueillir de l'information de qualité. Et la prise en main de ces outils demande du temps et de la patience, évidemment. Nous leur proposons également des séances d'accompagnement en méthodologie de la recherche documentaire, au travers desquelles nous leur expliquons notamment comment créer une équation de recherche cohérente. Dans l'ère numérique du XXIe siècle, savoir rechercher une information va être crucial en raison de la surcharge d'informations disponibles. Cette compétence va permettre de filtrer les données pertinentes et d'éviter la désinformation, mais également de prendre des décisions informées. Cette compétence est essentielle vraiment dans le monde professionnel, car elle favorise la pensée critique et elle soutient l'apprentissage continu. De plus, elle aide aussi à s'adapter rapidement aux changements et aux défis imprévus. En somme, maîtriser la recherche d'informations est indispensable pour naviguer efficacement dans un monde complexe et en constante évolution. Merci. Et comment peut-on monter en compétence à ce titre ? Existe-t-il un outil pour se tester ? Pour tester ces compétences générales, on peut utiliser un outil comme Pix. Pix est une plateforme en ligne pour évaluer, développer, mais aussi certifier ses compétences numériques. Pour une approche plus scientifique, il est préférable de se tourner vers des formations et des cours de recherche documentaire ou des cours et des formations en méthodologie de la recherche. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de bonnes pratiques de recherche d'information ? Par exemple, quelles sont les méthodes de recherche d'information que vous recommandez à des fins académiques ? Tout d'abord, je dirais qu'il faut choisir le bon outil. Les moteurs de recherche tels que Google sont très puissants, mais ils ne garantissent pas un niveau académique dans les recherches.
Si on souhaite rester dans les technologies proposées par Google, je dirais que le moteur de recherche Google Scholar est le plus approprié. Lors des cours de recherche documentaire ou les formations proposées en bibliothèque, on oriente plutôt les étudiants et les enseignants vers des outils proposés par la Haute École Léonard de Vinci. Je pourrais vous citer Zephyr, les bases de données en santé Sinal et Medline, ou encore une plateforme en sciences humaines et sociales telle que Kerninfo. Ensuite, il est important de savoir comment ces outils fonctionnent et les différentes possibilités de recherche qu'on peut y trouver. Une recherche simple, qui est la forme la plus basique, consiste à entrer plusieurs mots-clés dans une barre de recherche, ce qu'on fait le plus couramment. La recherche avancée permet d'effectuer des recherches précises, ciblées, offre plus d'options pour notamment affiner ses recherches. Parmi ces options plus avancées, on va trouver les opérateurs booléens, les guillemets, la troncature et d'autres fonctionnalités avancées. Pour vous expliquer simplement, ou le plus simplement possible, les opérateurs booléens, on peut dire que ce sont des mots qui servent à créer des relations spécifiques entre les mots-clés. Il y a 3 opérateurs booléens les plus couramment utilisés, le « et », le « ou » et le « sauf ». Un exemple concret, vous cherchez des documents qui contiennent soit le mot « chien », soit le mot « chat », mais vous n'avez pas forcément besoin que les 2 mots apparaissent en même temps, vous pouvez utiliser l'opérateur « ou ». Donc lorsque je cherche « chien » ou « chat », je vais avoir des documents qui contiennent soit « chien », soit des documents qui contiennent juste chat, soit les 2. Pour vous expliquer l'utilisation de l'expression exacte avec des guillemets, je vais prendre un exemple. Si vous tentez d'obtenir des informations sur le développement durable et que vous cherchez simplement développement durable, vous allez avoir des réponses qui vont concerner le développement économique, les pays en voie de développement, l'économie durable. Par contre, si vous placez l'expression exacte entre guillemets, donc vous encadrez exactement l'expression avec des guillemets, le moteur de recherche ou l'outil que vous utilisez va comprendre qu'elle ne doit faire ressortir que des résultats qui contiennent exactement cette séquence de mots. Les résultats sont plus précis et plus spécifiques. Toutes ces options de recherche avancées peuvent varier en fonction du moteur de recherche ou de l'outil que vous utilisez, mais la plupart d'entre eux offrent des formes de recherche avancées pour aider les utilisateurs à trouver exactement ce qu'ils cherchent. Finalement, je rajouterais, lorsque vous effectuez une recherche, n'oubliez pas d'utiliser des filtres. Ils permettent eux aussi fortement d'affiner vos résultats. Le filtre ne doit pas être confondu avec le tri. Le tri, de son côté, permet de classer vos résultats. Il peut les classer par pertinence, par date d'ajout. Ça ne change pas le nombre de résultats obtenus, ça changera uniquement leur ordre d'affichage. Est-ce la même chose avec les agents conversationnels de type Microsoft Copilot ? On appelle ça prompter, n'est-ce pas ? Un agent conversationnel est un système de dialogue basé sur l'intelligence artificielle générative. C'est un type d'outil particulier qui permet de créer un nouveau contenu. Il faut rester attentif lorsqu'on utilise un agent conversationnel pour rester maître de son processus créatif et de l'usage qu'il en fait, ainsi que de la manière dont le contenu généré est transcrit. Les outils d'intelligence artificielle sont très puissants et utilisés dans de nombreux domaines. Il est important de connaître leurs limites pour en assurer une utilisation raisonnée. Par rapport à la question du prompt, c'est une question ou une demande formulée par une personne et transmise à l'agent conversationnel qui va alors l'analyser et générer les contenus les plus plausibles pour y répondre. Il faut réaliser des demandes claires, non ambiguës, pour s'assurer que le système y réponde correctement. Selon la formulation du prompt et la précision de la demande, il va générer une réponse différente. Si je formule un prompt vague, « Parle-moi de l'impressionnisme », dans ce cas, l'agent conversationnel va générer une réponse très générale sur le mouvement impressionniste. Il va peut-être y parler de ses origines, des principaux artistes, des caractéristiques stylistiques. Il ne se concentrera pas forcément sur ce que vous avez besoin, par exemple l'impact de l'impressionnisme sur l'art moderne. On peut l'interroger avec un prompt plus précis. Quel a été l'impact du mouvement impressionniste sur l'art moderne ? On peut être vraiment détaillé. On peut lui demander par exemple quels sont les principaux artistes impressionnistes qui ont influencé l'art moderne et quels aspects spécifiques de leur travail ont eu le plus d'impact. Ce sera plus clair, ce sera plus précis et on obtiendra plus favorablement les informations souhaitées. Ces exemples montrent que le niveau de détail d'un prompt peut aider à obtenir des réponses plus précises et ciblées. C'est important, mais il faut noter que l'agent conversationnel est susceptible de générer des contenus inexacts, tronqués ou biaisés. Rien ne remplace une recherche approfondie et notre esprit critique. Si j'introduis la même requête dans différents moteurs de recherche, est-ce que je vais obtenir la même réponse ? Et finalement, quels sont les éléments auxquels il faut être attentif ? Alors, lorsque vous introduisez la même requête dans différents moteurs de recherche, il va être probable que vous obteniez des résultats légèrement différents. Et ce pour plusieurs raisons.
Donc en premier lieu, chaque moteur de recherche utilise un algorithme spécifique pour trier et classer les résultats. Ces algorithmes, ils vont prendre en compte divers facteurs tels que la pertinence, la popularité et la qualité du contenu. Et par conséquent, même si deux moteurs de recherche reçoivent la même requête, ils peuvent afficher des résultats différents en fonction de leur méthode de classement. Ensuite, l'indexation d'un site internet désigne le processus employé par Google ou par un autre moteur de recherche pour détecter, analyser et classifier le contenu. Une opération absolument indispensable afin d'affiner les résultats d'une page de recherche. Et comme les moteurs de recherche n'indexent pas tous le web de la même façon, cela va forcément influencer les résultats de recherche. Enfin, les moteurs de recherche, ils tiennent compte de votre emplacement géographique, mais également de votre historique de recherche pour personnaliser les résultats. Et à ce titre, quels sont les éléments auxquels je dois être attentive lorsque j'utilise un moteur de recherche? Tout d'abord, il est primordial de vérifier la source, et donc il faut s'assurer que les sites web que vous consultez sont fiables et dignes de confiance. Ensuite, il est toujours bien de comparer les résultats, donc si vous effectuez une recherche importante, comparez les résultats sur plusieurs moteurs de recherche pour obtenir une vue d'ensemble. Il est bon aussi d'utiliser des termes spécifiques, donc il faut être précis, soyez précis dans vos requêtes pour obtenir des résultats plus pertinents. Et enfin, effacez votre historique de recherche. Si vous souhaitez des résultats non personnalisés, il est important d'effacer l'historique de recherche ou d'effectuer la recherche en mode de navigation privée. Est-ce la même chose pour les réseaux sociaux? En fait, il y a une spécificité pour les réseaux sociaux. Donc les résultats de recherche et les contenus suggérés ne sont pas toujours neutres. Ils vont être influencés par une série de facteurs tels que les recherches précédentes, les sites internet déjà visités, etc. Il existe également d'autres facteurs tels que votre localisation ou les tendances de recherche ou encore les recommandations. Les contenus affichés seront toujours personnalisés en fonction de vos intérêts et de vos comportements en ligne. Par exemple, YouTube propose automatiquement des vidéos similaires à celles que vous avez déjà consultées. Parlez-nous de Zephyr, l'outil de recherche que vous proposez au service de bibliothèque. Qu'est-ce qu'une recherche sur Zephyr apporte de plus qu'une recherche sur Google, par exemple? En réalité, le site web Zephyr, il va permettre de dialoguer entre les bibliothèques et les étudiants, ou entre les bibliothèques et les membres du personnel Vinci. Zephyr, il donne accès à un moteur de recherche dans les catalogues qui détaille tous les documents, qu'ils soient numériques ou papier, disponibles dans nos bibliothèques. Et de plus, depuis septembre 2023, l'option Discovery va donner accès à encore plus de contenu, comme celui des bases de données en santé telles que Sinal et Medline Complete. En comparaison avec un moteur de recherche généraliste tel que Google, Zephyr vous donne accès à une documentation fiable car elle est sélectionnée par des professionnels. Et grâce à lui, la communauté Vinci a accès à de nombreuses ressources et outils payants. Pour illustrer par un exemple, si vous souhaitez consulter un article de la revue Pratique psychologique, il sera nécessaire de passer par Zephyr pour obtenir un lien spécifique qui va vous permettre de le consulter en ligne. Si vous passez par Google, vous ne verrez que le résumé de l'article et en plus vous devrez payer pour avoir un accès au texte complet. Certains ou certaines pourraient considérer que ce n'est pas une compétence à acquérir, car elle est innée pour tout utilisateur ou utilisatrice d'un ordinateur. Que peut-on répondre à ça? En effet, la recherche d'informations est souvent perçue comme innée chez les utilisateurs d'un ordinateur. Cependant, il ne suffit pas d'avoir accès à l'information pour être en mesure de la trier ou de la traiter efficacement. L'excès d'informations peut entraîner des décisions mal informées et générer un grand nombre d'informations à traiter. Reprenons notre exemple de Zephyr, le site web des bibliothèques Vinci. Si je tape une requête simple dans la barre de recherche et que j'obtiens 250 résultats sans les filtrer, je dois parcourir de nombreuses pages pour trouver l'information recherchée. Je sais donc utiliser les fonctionnalités de base de Zephyr, mais je ne l'utilise pas de manière complète et efficace. En résumé, je dirais que la compétence de recherche d'information nécessite une acquisition et un développement continu pour être pleinement maîtrisée. Et elle ne peut être considérée comme innée pour tous les utilisateurs d'ordinateurs. Merci Thomas, merci Laetitia d'avoir participé à ce podcast consacré aux enjeux liés à l'information et aux données, proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.